avec nous. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et bien sûr d'abord je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024 avec évidemment beaucoup d'amour mais peut-être aussi beaucoup d'humour parce que franchement en cette période trouble je trouve qu'on manque peut-être un peu d'humour et quoi de mieux que l'humour pour se sentir mieux même lorsqu'on traverse des moments difficiles. Je ne sais plus qui a dit qu'il fallait pouvoir de rire de tout parce que c'est le seul moyen évidemment de ne pas sombrer dans la déprime. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc et il a envie de vous aider à déstresser. Mais d'abord, il va nous expliquer quelle est la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à tout mélanger. Nous pourrons aussi voir quelles sont les raisons valables d'être stressé et quels sont les moments où le stress n'a aucune raison d'être. Et c'est important parce qu'à ce moment-là, il faut essayer de l'évacuer le plus vite possible. Quant à l'angoisse, elle peut aller jusqu'à provoquer des crises de panique. Donc c'est important d'en parler. Et je pense tout particulièrement à ceux d'entre vous qui vivent avec quelqu'un de particulièrement angoissé et qui a peut-être besoin de conseils pour savoir comment l'aider, comment aider son partenaire à dépasser ces angoisses ou ces stress qui sont toujours présents. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous rejoindre, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Samuel Doc, merci d'être avec nous. Bonjour, je suis très content d'être ici. Eh bien, on commence ensemble la première émission de l'année 2024, donc meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux à vous Brigitte. Et puis santé surtout, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai un petit peu encore le nez pris. Alors si j'ai un petit problème de voix, Samuel Doc, je compte sur vous pour faire la relève le temps que ma voix retrouve sa voix, si je puis dire. Alors, stress, anxiété, angoisse, on a un peu tendance à les confondre tous les trois. Absolument, souvent en consultation je remarque que ce sont comme des synonymes dans la bouche de certains de mes patients alors que ce sont 3 choses bien distinctes. Je propose, si vous voulez, de donner quelques éléments de définition à nos auditeurs. Le stress, c'est une réaction physiologique de l'organisme à une réaction négative exogène extérieure. Le stress, on peut tous y être confrontés. Et d'ailleurs, on le voit dans le cerveau, même sur le plan hormonal, il y a une hormone du stress, la cortisol, qui est produite lorsqu'on est agressé par quelque chose. Ça va être d'un souci professionnel à quelque chose de plus grave, si je puis dire. Voilà, en tout cas, c'est l'environnement qui génère une agression, l'organisme réagit. L'anxiété, c'est un état plus chronique, plus psychique aussi, d'inconfort, de mal-être, et qui renvoie à une notion de peur, d'inquiétude, mais sans objet. C'est-à-dire que la personne ne sait pas pourquoi elle se sent mal et quelle est finalement l'agression qui a pu générer ce sentiment-là. Et enfin, l'angoisse, vous l'avez nommé, c'est quelque chose de critique, c'est quelque chose de plus lourd, de plus invalidant et qui s'apparente à un vrai trouble psychique. L'anxiété, en fait, ça va être, on va parler de trouble anxieux, c'est-à-dire que c'est cette idée d'une chronicité du trouble, quelque chose qui dure. On dit d'ailleurs, vous le savez, qu'il y a des personnalités anxieuses, tandis que l'angoisse, c'est un moment vraiment circonscrit dans le temps. Alors, on parle aussi d'un trouble, quand on parle de trouble anxieux généralisé, souvent d'ailleurs ce sont 1 ou 2 problèmes qui oscillent dans la psyché de la personne et qui vont expliquer ce sentiment de mal-être, ce sentiment d'inconfort, mais qui peut aussi, tout comme le stress, amener à des symptômes physiques, avec une augmentation de la tension artérielle, avec des maux de tête, avec une somatisation importante. Donc vous voyez, le corps, dans tous les cas, retentit à ce qui nous pèse dans la psyché. Et on sait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de répercussions dans le corps, notamment l'ulcère, et jusqu'à la crise de panique, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. Spectaculaire, bien sûr. On parle aussi de crise d'angoisse paroxystique, c'est-à-dire que vraiment la personne a le sentiment d'étouffer, comme si on avait enlevé tout l'air de la pièce dans laquelle elle se trouve. Et là, dans ces cas-là, effectivement, il faut pouvoir vite trouver un relais et parfois même appeler les urgences. Ne pas hésiter. Et alors le trac, c'est quoi? C'est un stress particulier parce que justement on doit faire quelque chose devant du public ou... Tout à fait, c'est quand on devance une situation à laquelle il va s'agir de s'adapter. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec le stress, l'anxiété, l'angoisse, et on va le voir, je pense, aujourd'hui tout au long de votre émission, c'est que ce sont des symptômes qui servent
à quelque chose, qui ne sont pas inutiles. Lacan disait l'angoisse c'est ce qui ne trompe pas, ça vient dire eh oh, attention, tu es en train de te perdre. Et c'est pour ça que souvent les patients qui me consultent, moi je travaille avec énormément de personnalités anxieuses, se disent oh là là mais je ne m'en sortirai jamais, je vis avec ça depuis si longtemps, on m'a déjà proposé des solutions mais ça n'ira pas. En réalité c'est le début d'un voyage vers soi et une manière de comprendre que peut-être il y a quelque chose, soit dans l'existence de la personne, soit dans sa famille, soit dans son couple, qui est défaillant, en fait, que la personne n'est plus alignée et qu'elle devrait revenir un petit peu à soi. C'est à ce moment-là, et je vais vous paraphraser, que psychanalyse et spiritualité se rejoignent. C'est que il y a une crise de sens. L'angoisse apparaît en réponse à une crise du sens dans la vie. Et on sait d'ailleurs aujourd'hui que le monde actuel est assez dépourvu de sens. Moi, je suis évidemment pas pour le retour de ces religions et de cette manière de nous diriger par la religion, mais en même temps, la laïcité finalement ne donne pas beaucoup de sens aux existences. Oui. Donc c'est à chacun finalement aujourd'hui de trouver son sens, de trouver le sens de sa vie. Et cette incapacité à trouver le sens de sa vie peut être terriblement angoissant. Donc. Bien sûr, c'est un vertige nihiliste absolument terrible. Et c'est vrai que les religions, alors quoi qu'on en pense, avaient quand même une fonction de régulation sociale qui aujourd'hui n'a plus. Elle donnait du sens, en tout cas. On a le droit de ne pas être d'accord avec le sens qu'elle donnait, évidemment. Mais elle donnait du sens et elle canalisait finalement beaucoup les angoisses existentielles de l'humain. Bien sûr. Et de la même manière, sur cette évolution sociale dont vous parlez, on est dans une société qui est de plus en plus stressante parce que de plus en plus effractante, agressive et demandant toujours plus de performance, de jouissance, de brillance. Et je crois qu'il y a aussi, je vais prendre l'exemple dont on parle beaucoup dans les médias en ce moment, donc on va faire pareil. Je prends l'exemple de ce qui se passe autour de Gérard Depardieu. On voit bien qu'il y a plus de réflexion avec un temps de recul et un temps, j'allais dire, de réflexion réelle, profonde. C'est à chacun d'aller déverser, si je puis dire, son émotion, parce que c'est même pas une opinion, c'est une émotion, pour, contre, très binaire, et tout ça n'aide pas les gens, je trouve, à avoir une sorte de philosophie, de sagesse, puisque philosophie c'est la sagesse, et ça ne fait que remuer encore plus nos pulsions et nos émotions. Et donc nous angoisser, nous stresser, quoi. Sans parler du fait qu'on court en permanence après l'actualité, après l'opinion, comme s'il fallait être dans une espèce d'hyper-réaction en simultané, alors que c'est absolument impossible. Et souvent, les patients que je reçois et qui souffrent de troubles anxieux généralisés, je vois, ce sont des personnes qui essaient d'avoir le contrôle de choses qu'on ne peut pas contrôler et qui vont avoir des conduites de réassurance. Ils vont essayer de se réassurer, beaucoup les personnes anxieuses, alors qu'en règle générale, ils ne le savent pas, mais ça aggrave le symptôme. Et moi, je travaille beaucoup avec mes patients pour les aider à réapprendre à ne plus se réassurer. Toujours est-il que là où vous pointez quelque chose qui est juste, c'est que on ne comprend pas un trouble psychique en dehors de la société dans laquelle il se déploie. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut comprendre le monde pour comprendre l'individu et ce dont il souffre. Je suis bien d'accord avec vous. Donc si aujourd'hui on a de plus en plus de gens anxieux, stressés, c'est aussi parce que notre monde va très vite et ne prend plus le temps de la réflexion ou de la sagesse, parce qu'au fond c'est un peu la même chose. Et donc, on s'agite, mais à aucun moment on arrive à libérer, si je puis dire, notre esprit. On va pas parler de relaxation, de méditation aujourd'hui, mais on sait très bien que si on se pose et qu'on lâche prise, on va retrouver un certain calme intérieur qui va donc nous déstresser. C'est absolument ce que je crois. On va gagner en distance, on va pouvoir penser les événements et peut-être être moins phagocyté. Le grand sociologue Hartmut Rosa, parlait d'hyperaccélération sociale du temps et disait que la maladie d'aujourd'hui est une maladie temporelle, cette manière de galoper, de courir dont vous parliez, que moi j'appelle hédonisme de survie, où il s'agit finalement de jouir, de consommer le plus possible, le plus rapidement possible, mais qui brûle une à une toutes les ressources de l'individu. Et c'est difficile de se libérer de cette aliénation-là, de parvenir à s'émanciper. Sans parler de cette crise du sens aussi, que vous avez nommée, où finalement chaque individu cherche de manière narcissique le sens en lui-même. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on ne cherche plus le sens dans le monde. Se déstresser, c'est déjà prendre conscience qu'on est stressé.
Absolument. Peut-être. Et puis prendre un tout petit peu de temps pour soi, pour se poser. Pour ralentir, pour peut-être aussi investir la culture qui peut offrir un très beau soutien. Vous avez parlé de l'humour dans votre nature. Culture et nature. Mais Freud le disait mieux que personne. Les piliers de la civilisation, ce sont la culture, la nature, les sciences. Voilà, il évoquait tout ça. La spiritualité aussi, il en parlait beaucoup. Et surtout, vous m'avez fait très plaisir avec votre introduction, c'est que vous avez parlé de l'humour. Et pour Freud, le mécanisme le plus sophistiqué de la psyché humaine, c'est l'humour. Alors voilà, peut-être aussi parfois essayer d'être alors bien sûr quand on est en souffrance psychique, c'est pas simple, mais d'avoir un peu d'humour. Oui, mais justement, si on est avec une personne particulièrement anxieuse ou stressée, je suis pas sûr que de se moquer d'elle, ça va marcher. Non, mais je parle d'humour, pas de moquerie. Oui, et bien sûr que peut-être que c'est la personne qui est anxieuse qui peut réussir à apprendre parfois à rire de son symptôme. Même moi, quand j'étais analysant et pas psychanalyste, j'ai dû apprendre à rire de mes propres failles pour les apprivoiser. Mais c'est vrai qu'une personne stressante, la plus dure des tentations à laquelle il faut résister, c'est celle de la réassurance. C'est qu'on a tendance à vouloir rassurer une personne anxieuse, alors que là encore, ça va... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça va être soutenir peut-être sa démarche vers une prise en charge thérapeutique, parce que quand même le trouble anxieux généralisé, ça demande un travail thérapeutique long, coûteux, physiquement, économiquement, mais qui est tellement libérateur que je l'apparente à un voyage, et après, on retrouve vraiment du souffle. Donc c'est ça va être contenir la personne, ça va être l'écouter, mais pas chercher à lui dire, allez, ça va passer, c'est rien. Parce que, parce que c'est pas rien pour elle. Parce que c'est pas rien pour elle, déjà, absolument, vous faites bien de le dire, mais surtout que ça va faire s'incarner le problème, alors qu'en réalité, non, il est virtuel et il n'existe que dans la psyché de la personne. Alors que si on réassure, c'est comme si on disait, ton problème existe bel et bien, la preuve, je dois produire une action pour pouvoir t'en libérer. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Ne soyez pas anxieux de prendre la parole. Bien au contraire, on va vous rassurer, vous pouvez nous appeler. Et on est avec Samuel Doc. Dans un instant, c'est Karen qui sera avec nous. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages, le dernier, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb. Et aujourd'hui, on va parler de cette anxiété, de ce stress qui envahit de plus en plus la société. Et si c'est votre cas, si vous êtes particulièrement stressé comme Karen, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour Karen, ça va? Pas trop de trac? Je vous remercie. Bonjour à tous les deux, mes meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux. Merci. Alors, par rapport à la description et la définition plus exactement que vous avez faite, je me trompais un petit peu parce que j'avais tendance à dire que j'étais une stressée du bocal. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'inquiet, je suis toujours dans des stratégies d'anticipation et je pense que je me rassure d'une certaine manière et je me fais pas confiance aussi parce que quand il y a des situations stressantes, je sais que je vais y faire face, mais pour autant il faut que à l'avance, si je peux, j'anticipe, j'échafaude des stratégies dans tous les sens de manière à pouvoir me dire si jamais le moment venu il se passe ça, je saurai comment réagir, s'il se passe ça, je saurai comment réagir. Et c'est vrai qu'on m'a toujours, depuis enfant, on m'a souvent dit effectivement que j'étais une anxieuse. Et effectivement, à travers des symptômes actuels, on va dire, il est clair que c'est confirmé. Ah oui, et je réagis tout de suite à brûle pour point. C'est très très précieux ce que vous introduisez dans notre émission, chère Karen, puisque vous parlez de cette anticipation. Et c'est vrai que les patients que je reçois et qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé sont tous dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'ils ont tous des scénarios catastrophes. Ça leur coupe complètement le souffle. Ils vont, nous on appelle ça de la tachypsychie, c'est-à-dire vraiment réfléchir dans tous les sens et essayer de contrôler justement en anticipant, alors que ça aggrave en réalité le problème, c'est-à-dire que ça ne soulage pas du tout l'angoisse d'anticiper. Et en plus, il arrive de toute façon des moments, des événements qu'on n'a pas du tout pu anticiper parce que justement ils sont c'est la vie et à ce moment-là de toute façon. Mais comment vous réagissez, Karen, si vous arrive quelque chose que vous n'aviez pas prévu? Alors
Alors, le pire, c'est que justement, j'arrive à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'était la réponse que je m'attendais à entendre, oui. Donc, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte dans le temps... tant mieux. Au moins, oui. On peut... Mais ça m'empêche pas de le faire. Oui, mais donc ça montre bien que quelque part, ce que votre système de contrôle et d'anticipation est totalement contre-productif, puisque ça sert à rien. Exactement. Puisque vous êtes capable de bien réagir s'il se passe quelque chose d'imprévu et qu'il faut faire face tout de suite. Donc je suis pas au stade où moi j'entends que ça ne sert à rien. Je m'auto-persuade que c'est parce que je comprends bien. J'ai anticipé que justement j'arrive à gérer les situations stressantes. C'est tout à fait ça, Karen, c'est-à-dire que la volonté n'a pas de prise. C'est ça aussi qu'essayait, je pense, de vous faire entendre Brigitte. Oui. Et vous pointez bien le côté irrationnel de cette posture. Oui. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez des stratégies d'adaptation alors qu'il n'y a pas de danger auquel vous devez vous adapter. Et ça, c'est vraiment typique du trouble anxieux généralisé. Est-ce qu'en règle générale, il y a un ou deux problèmes qui tournent dans votre tête et l'un chasse l'autre? C'est-à-dire que quand il y a une chose qui ne vous angoisse plus, il y en a une autre qui apparaît? Non. Non, comment ça se passe alors dans ce cas-là? Qu'est-ce qui vous occupe votre esprit? Ça peut être tout et n'importe quoi, et ça va dépendre des moments. Voilà, si professionnellement il y a pu y avoir un contexte difficile avec un client, je vais angoisser pour les clients à venir et les situations qui sont pas encore négatives, mais qui vont pouvoir le devenir. Est-ce que ça part toujours de quelque chose qui s'est quand même passé et qui a été un petit peu délicat ou difficile? Pas forcément. Pas forcément non plus. Non, et est-ce que c'est dans la reproduction? Et est-ce que vous pourriez nous dire dans quel domaine particulièrement ça provoque ça? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à une sécurité personnelle que vous êtes particulièrement anxieuse? Non, ça peut être dans différentes choses. Alors le domaine professionnel est un domaine qui peut être fortement déclanceur. C'est pas trop dans le privé, c'est plus dans le professionnel. Donc c'est bien. Parce que j'ai sûrement pas assez confiance en moi, que je m'auto-valorise pas. Oui. Est-ce que vous aviez des parents imprévisibles qui pouvaient être surprenants ou avoir des réactions particulières, peut-être soit anxieuses, soit colériques, soit compliquées? Oui. Ouais, oui. Voilà. Ouais, c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un héritage de l'enfance. C'est-à-dire il y a eu des parents qui étaient stressants, qui étaient imprédictibles, et ça vous a obligé à anticiper parfois ces crises, leur colère, leurs réactions. Et aujourd'hui, même alors que vos parents ne sont plus là, vous continuez quelque part à anticiper une menace qui en fait est d'origine parentale. C'est souvent ça. Oui, alors c'est sûrement vrai, effectivement. Et on me disait, alors après, c'est qu'est-ce qui est de l'inné, qu'est-ce qui est de l'acquis, et qu'est-ce que les événements aussi de la vie déclenchent. Mais on m'a toujours dit, toi, tu tiens de ta grand-mère, t'es une anxieuse comme elle. Voilà. Donc je pense qu'il y avait à la fois il y a eu les schémas familiaux, et à la fois il y avait des antécédents dans la famille qui Karen, créaient des situations. Karen, ce qu'il faut entendre, c'est pourquoi Samuel Doc avait envie de faire l'émission sur ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on peut se soigner. Qu'il y ait des moments où on soit anxieux, c'est tout à fait logique et normal. La vie est par moments difficile, mais quand c'est à ce point-là, c'est-à-dire que quand vous êtes systématiquement dans de l'anticipation, je pense que ça peut se soigner. Il faut que vous en ayez envie, évidemment, mais je pense que ça vaut le coup de peut-être essayer d'améliorer ça. Il y a des cas, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de me faire un peu plus confiance, et quand c'est tout bête, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à Zach, le fait de partir en vacances, je vais faire des listes. Donc je fais des listes de choses que je dois pas oublier, comme ça me rassure, et puis je suis pas un boucan et quelqu'un d'invivable pendant quelques jours avant de partir pour le conjoint aussi. Parce que ce que vous disiez aussi, c'est que c'est pas facile pour soi, mais c'est pas facile pour l'autre, parce qu'il y a des moments où il nous voit
nous taper un peu partout comme les balles qui rebondissent et puis pour la personne c'est pas facile parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Beaucoup de personnalités anxieuses que je reçois en consultation font des listes. J'ai presque envie de dire toutes, et alors que le but c'est justement de pouvoir lâcher ce contrôle, dont parlait Brigitte. Ce qui peut être intéressant, moi je le fais avec mes patients, ça va être de lister effectivement tout ce sur quoi vous essayez d'avoir le contrôle et de vous autoriser à céder sur les deux plus faciles pour augmenter ce qu'on appelle le seuil d'imprédictibilité, c'est-à-dire votre capacité à accueillir le nouveau, l'imprévu. Vous voyez, à partir de ces petites choses, je pense à un patient par exemple, il ne supportait pas que ce soit sa conjointe qui étende le linge, je donne souvent cet exemple-là, et c'est pareil idiot, mais lui ça lui déclenchait des angoisses absolument terribles, et il ne supportait pas non plus que quelqu'un d'autre que lui range le plan de travail de la cuisine, et j'ai travaillé avec lui pour qu'il cède là-dessus, et que voilà, qu'il laisse faire l'autre, et au final il s'est rendu compte que il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de catastrophe et qu'il arrivait à lâcher quelque chose. Et à partir de ça, ça a été le point de départ pour lâcher le contrôle sur bien d'autres domaines de sa vie. Donc peut-être que ça peut être une solution. En tout cas, c'est un conseil tout à fait intéressant que vous pouvez... on est au début de 2024, c'est le moment de prendre des nouvelles dispositions. Karen, voilà ce que vous propose Samuel Doc. Merci beaucoup en tout cas Karen, merci beaucoup. On continue dans un instant et avec Aïcha qui va nous rejoindre. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. La parole aux auditeurs. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Depardieu? Je savais pas que la bouffitude était interdite en France. Je sais pas, il y a un article de loi, un décret, je sais pas. Il faut arrêter le lynchage. Ces propos n'étaient pas appropriés, mais si vous allez dans les bars à minuit, vous en entendrez pire que ça. Moi, je pense que la nouvelle génération, ils sauront plus comment aborder les femmes. Si tout est un problème. Sud Radio, parlons salé sucré. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, on parle du stress, de l'anxiété et on vous invite évidemment à réagir, notamment si vous avez quelqu'un d'anxieux à côté de vous et que vous ne savez pas comment l'aider. C'est le moment ou jamais de venir demander des conseils à Samuel. Bonjour Aïcha. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Aïcha et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à tout le monde aussi. Alors aujourd'hui je vous appelle parce que c'est moi qui suis anxieuse, stressée. En fait je pense savoir d'où ça vient parce que mais après je sais pas comment gérer les choses. C'est que je suis infirmière et en fait durant toute ma carrière d'infirmière j'ai vu qu'il y a des gens dont la vie pouvait s'écrouler du jour au lendemain. J'ai travaillé en réanimation où j'ai vu des personnes entre la vie et la mort et ça a été des moments difficiles et je me suis dit, moi je vais profiter à fond de la vie parce que si jamais un jour je me retrouve en réanimation ou un accident ou peu importe, moi j'aurais profité de la vie et j'aurais pas de regrets. Sauf qu'aujourd'hui ça me pose des problèmes dans ma vie de tous les jours parce que tout ce qui n'est pas fun, tout ce qui n'est pas agréable, je vais le remettre au lendemain. Et donc après je prends du retard. Et parfois, au lieu de gérer un truc au moment où il faut, je vais devoir rattraper tout ça et ça me fait perdre du temps, ça me stresse. J'ai des fois beaucoup de stress par rapport à ça et même par rapport à ma gestion de l'argent. En fait, je vais avoir envie de quelque chose et je vais me l'acheter, je vais me dire non, je peux pas parce que demain il se passe quoi que ce soit, je vais regretter. Et vous l'achetez ou pas finalement alors ? Je l'achète. Oui, donc c'est un peu compulsif, c'est ça ? Oui, compulsif. Mais en fait, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas l'envie d'avoir cet objet parce que c'est un bel objet, mais ne pas regretter. Oui, mais il me semble déjà, je vais évidemment demander ce qu'il en pense à Samuel, mais il me semble déjà qu'il y a quand même eu quelque chose d'un peu traumatique de par votre profession, que vous n'avez pas réellement su analyser, gérer, et qui finalement est le point de départ de tout ça. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas naturellement anxieuse ou stressée, mais vous êtes d'accord, Absolument d'accord, Brigitte. Pour moi, infirmier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Je garde en mémoire
mémoire mes années passées à Robert Debré en tant que psychologue, et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce métier, mais je pense que là où Brigitte a totalement raison, et j'ai fait la même association qu'elle, c'est que c'est un métier très dur. D'ailleurs, vous avez donné quelques exemples, Aïcha, et il faut pouvoir penser l'aspect traumatique. Souvent, les infirmiers et infirmières avec lesquels je travaillais ne réalisaient pas à quel point ce qu'ils faisaient était dur, parce qu'il faut enchaîner les patients, parce que les contraintes horaires sont limitées, et du coup... Et puis on voit des drames qui arrivent tous les jours. Il y a une vitesse folle, il faut tout de suite passer à autre chose, sans prendre ce temps de l'élaboration, sans prendre ce temps de la pensée, et ça peut être traumatique. Moi, j'entends plus là du stress, avec des stratégies pour le coup de limitation du stress, comme relativiser, ne pas secondariser, dépenser de l'argent. C'est plus du stress que de l'anxiété là, ce que vous décrivez. Vous réagissez, vous semblez réagir à un stress, c'est-à-dire à une forme d'oppression, et vous cherchez à lever la soupape pour pouvoir retrouver du souffle. Là, j'ai l'impression que vous essayez de vous donner du souffle. Et ce qui me laisse à penser que c'est plus du stress que de l'angoisse, c'est que vous dites que vous repoussez au lendemain toutes les contraintes. Et ça, on voit, vous avez besoin de retrouver justement cet oxygène-là, alors qu'une personne anxieuse va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va se blinder de contraintes et sans cesse repousser le plaisir. Sans cesse. Le travail que je fais avec les patients en thérapie, vous voyez, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'essaie de leur réapprendre à trouver du plaisir, à trouver de la gaieté, à trouver un peu de lumière. Alors que vous, ça vous arrive à le faire. C'est-à-dire que vous dites, je dépense de l'argent, je sais faire ce qui est fun. Donc c'est plutôt du stress. Comment ça se passe au travail pour vous ? Maintenant, j'ai quitté le milieu de l'hôpital. Je suis dans le privé. Donc je vais, j'installe des machines pour traiter les apnées du sommeil. Donc je vois des personnes, on va dire, plutôt en bonne santé. C'est moins traumatisant pour vous. Voilà, il n'y a plus ce côté pathologie, ce côté mort, ce côté douleur, fin de vie. Tout ça, je l'ai mis derrière. Là, ça va être plus la gestion au quotidien. Donc vous avez quand même une capacité à vous protéger. Vous avez su vous éloigner de quelque chose qui vous faisait du mal. Et puis je crois qu'il y a quand même une belle philosophie que vous avez commencé à prendre. C'est-à-dire que vous avez dit, moi je vis l'instant présent parce que de toute façon on ne sait pas ce qui m'attend demain. Au moins je prends du plaisir. Et ça c'est plutôt une bonne philosophie. Sauf que elle est, comment dirais-je, je crois que je déborde un peu en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça manque un peu de comment dirais-je, de sagesse, et ça vous pourriez peut-être la trouver, cette sagesse, en vous accordant des moments de réelle détente avec vous-même. Et je vais compléter le conseil de Brigitte, si je peux me permettre, par rapport aux achats compulsifs. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez envie d'aller sur un site de vente en ligne ou d'aller faire les boutiques parce que vous voulez, je ne sais pas quel objet, mettons un chandelier, c'est le premier qui me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Vous marquez sur une feuille chandelier, le chandelier, la référence, et vous dites, ok, Aïcha, dans 3 jours, tu regarderas ton carnet de désirs, et s'il y a, vous avez toujours envie du chandelier, vous le prenez. Mais vous aurez plus ce côté immédiateté, vous aurez attendu ces 3 jours. Vous avez raison, ça marche très bien ça. Ça, c'est pour restaurer ce qu'on appelle la secondarisation, c'est-à-dire la capacité à ne pas libérer toutes ces pulsions sur le coup. Vous le notez, vous savez que c'est noté, c'est là, dans votre petit carnet magique. Et 3 jours plus tard, vous reprenez le carnet, et vous verrez, c'est libérateur. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous en aviez peut-être pas vraiment envie de ce chandelier. Et ça m'arrive parfois parce que je vais acheter des choses. Et une fois que je les ai reçues, je me suis dit, en fait, que j'en ai vraiment besoin. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je renvoie. Oui, mais ça fait aussi des coûts d'expédition, et puis ça vous tranquillise pas. C'est pour ça, essayez d'acheter un petit carnet, mais ce serait un carnet dans lequel vous n'écrivez que ça. Quand on a un outil thérapeutique, il faut que ce soit un objet dévolu à ça. Donc ce sera votre carnet des désirs, vous le notez et vous vous donnez un laps de temps et vous reprenez le carnet. Vous verrez, souvent vous n'aurez plus envie de l'objet. Et ce qui est important à entendre dans ce que vient de dire Samuel Dock, c'est qu'il a parlé de désir, il n'a pas parlé de besoin. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que on peut avoir le désir de s'acheter un chandelier, même si on n'en a pas besoin. Et si ça reste un désir au bout de 3 jours, on a tout à fait le droit de se l'acheter, même si on n'en a pas besoin. Je crois qu'il faut vraiment aussi comprendre ça. C'est important de respecter ses désirs. Exactement, Aïcha. Et reprendre aussi, et j'ai pas rebondi quand Brigitte en a parlé tout à l'heure, mais reprendre peut-être, si jamais le stress reste important, avec un thérapeute, tout ce qui a été vécu autour de votre travail et de ces morts à l'hôpital dont vous parliez, pour peut-être exorciser quelque chose de cette blessure qui a l'air d'avoir été terrible.
D'accord, très bien. Je pensais et pas d'ailleurs, j'en profite pour dire que bien sûr que le métier d'infirmière est difficile, mais il y a beaucoup de métiers difficiles. Les pompiers, les policiers, enfin, c'est eux qui sont confrontés tous les jours à des drames humains. Et c'est pas par hasard qu'il y a autant de policiers qui se suicident. Enfin bon, donc c'est vrai qu'il faut prendre conscience qu'on fait du métier qu'on fait. Samuel Doc, vous entendez aussi tous les jours des patients qui vous racontent des horreurs. Enfin, obligatoirement, ça peut nous tout doucement nous angoisser. Et ça, c'est important de le comprendre. Il faut savoir entre guillemets ouvrir la porte quand on fait son métier et la refermer après. C'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. J'ai su le faire. Je pensais avoir su le faire. Qu'en fait, quand on arrive à l'hôpital, on met sa blouse, donc à ce moment-là, je suis l'infirmière. Et quand je la retire après ma journée, j'étais redevenue moi. Mais il y a toujours une humaine sous la blouse. Il y a toujours une humaine. Ouais. Donc c'est là où il faut avoir conscience de comment on arrive à gérer ce qu'on subit dans son métier. Voilà. Tous les métiers, de toute façon, nous font traverser des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Et si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait apte à supporter ce qu'on est obligé de traverser par sa profession, eh bien, c'est peut-être le moment de nous appeler, puis on verra comment vous pouvez réagir à tout ça. Merci Aïcha, merci beaucoup. Merci Brigitte, merci Je vous Samuel. en prie. Merci. Franck est avec nous maintenant pour répondre à 3 questions intimes et vous pourrez en poser une après à Samuel Doc. Franck. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous avez terminé l'année sexuellement de manière très positive pour vous ? Ni positive, ni négative, c'était comme d'habitude. Mais alors, est-ce que votre habitude est positive ou négative ? C'est plutôt positif. Voilà, très bien. Ravi de cette bonne nouvelle. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu le désir de vous filmer lors de vos ébats sexuels ? Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Vous l'avez fait ? Oui, je l'ai déjà fait avec ma compagne actuelle. Et, il y a longtemps, c'était au début qu'on était ensemble, mais oui, c'est déjà arrivé. Oui. Et vous l'avez gardé pour vous ? Oui, je l'ai gardé. C'était sur un ancien téléphone qui n'existe plus, mais il était uniquement pour nous. Et oui, on n'a pas. D'accord. On n'a rien fait de plus avec. C'était sage. Oui. Et dernière question, quel serait votre plus grand atout charme ? Mes yeux. Vos yeux. Et alors, ils sont comment vos yeux ? On me dit beaucoup que j'ai un regard très perçant. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais je dégage pas mal de choses. Vous scrutez les gens quand vous les regardez, vous avez un œil laser, c'est ça ? Je vais voir ce qu'ils ont au plus profond de leur âme. D'accord. Oui, mais ça veut dire qu'au moins vous les regardez vraiment. Enfin, en tout cas, c'est la sensation qu'ils ont. D'accord. Oui, exactement. Et ce que je trouve bien dans votre réponse, c'est que vous m'avez pas dit ils sont de telle couleur, vous m'avez dit ce qu'ils étaient, et j'ai trouvé ça très très chouette comme réponse. Je vous laisse poser une question à Samuel Doc, qui vous écoute. Alors bonjour Samuel, petite question. Est-ce que la spasmophilie est un symptôme du stress ou de l'angoisse ? C'est une question qui revient très très souvent. D'ailleurs, je pense à un patient que j'avais. On lui disait qu'il faisait des crises de spasmophilie, alors qu'il a pu lui-même nommer que c'était des crises d'angoisse. Moi, je crois que aujourd'hui, là, je vais sur un domaine qui n'est pas trop le mien, donc je serai prudent puisque ça appartient plus à la médecine, ce qui concerne cette spasmophilie. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut toujours s'interroger sur les manifestations du corps, et que c'est vrai que cette idée d'avoir des spasmes, d'avoir des contractions musculaires involontaires, ça peut avoir une origine organique, et c'est pour ça que ça mérite toujours d'être pris très au sérieux et d'être exploré déjà avec un médecin traitant lorsque cela survient. Et puis, si aucune cause organique n'est trouvée,
il faut pouvoir à ce moment-là envisager qu'il s'agisse de troubles d'angoisse qui, lorsque les troubles d'angoisse deviennent paroxystiques, peuvent produire des manifestations somatiques absolument spectaculaires. Hein. Vous avez des personnes qui peuvent se contorsionner sur le sol avec des raideurs musculaires très très importantes, voilà, qui s'apparenteraient presque à des crises d'épilepsie, si vous voulez. Donc oui, ça peut être en lien, mais ça peut aussi être des choses complètement différentes. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir travailler avec un médecin traitant lorsqu'on souffre de cela. Mais je ne sais pas si le terme de spasmophilie est encore très utilisé aujourd'hui. Ça, vous voyez, je suis pas sûr. Ça mériterait d'être exploré. Oui. D'accord, très bien. À approfondir. Voilà. Mais on sait très bien que le rapport entre l'esprit et le corps existe. Hein, donc très souvent. Après, c'est toujours pareil. Notamment en ce qui concerne la spasmophilie, il y a un moyen de le soigner par la médecine, c'est-à-dire par des médicaments, et puis il y a des moyens de le soigner aussi par l'esprit, si je puis dire. Donc ça, c'est aussi à vous de choisir comment vous allez vous diriger, Franck. Très bien. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, et c'est vrai que les médicaments peuvent apporter un énorme soutien aux personnes qui ont des crises d'angoisse au départ. Maintenant, ça ne se substitue pas à un travail de parole. Parfois, c'est vrai que lorsqu'un patient démarre un suivi médicamenteux, ça peut court-circuiter le travail de parole, parce que comme il va sentir un bénéfice direct et qu'il va y avoir une levée du symptôme, il aura peut-être moins envie d'aller raconter son histoire et d'aller creuser sur ce qui lui fait mal au fond de lui, alors que pourtant ça continuera de le travailler. Donc c'est ça aussi qui est difficile. Et quand il arrêtera les médicaments, ça risque de revenir. Exactement. Oui, Franck, excusez-nous, on vous a coupé, allez-y. Non, je disais, la seule méthode que j'ai réussi à trouver pour me passer quasiment immédiatement ces crises, c'est la sophrologie, la respiration. Oui, cohérence cardiaque aussi. Hein. Cohérence cardiaque, ça marche bien. Hein. Bon, donc là, on est instantané. Oui, donc là, on voit bien que c'est biologique. C'est pas du tout un. Tout à fait. Oui. Les personnes qui souffrent d'hypertension, par exemple, peuvent avoir un aspect, un abord très angoissé, alors qu'il y a juste une cause somatique. C'est pour ça, encore une fois, qu'il s'agit toujours de débrouiller les origines du problème. Mais si vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque, là, je donne beaucoup de conseils à vos auditeurs aujourd'hui, très concrets. Je ne sais pas si je fais bien, mais j'y vais. Vous tapez cohérence cardiaque sur YouTube et vous trouverez en 5 minutes des petits outils pour pouvoir retrouver du souffle et une cohérence cardiaque, justement. Très bien. Merci pour ce conseil. Je vous en prie, merci à vous, Franck. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec les conseils très pratiques de Samuel Doc. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Essayons de comprendre pourquoi tellement de personnes sont anxieuses, stressées, angoissées, et on vous invite évidemment à réagir. Je rappelle également que le dernier livre de Samuel Doc est un livre très personnel. Ça s'appelle L'enfant thérapeute. C'est aux éditions Plomb, où vous racontez un petit peu votre histoire et votre relation difficile, notamment avec votre mère. Bonjour Marianne. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel, et tous mes meilleurs vœux vraiment pour cette année, pour chacun d'entre eux. Merci Marianne. Très gentil, merci Marianne, à vous aussi. Alors vous avez du mal à distinguer les différences entre anxiété, stress. Oui, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà baigné dans tellement d'angoisse, de stress. Du coup, voilà, je ne sais pas forcément bien différencier les particularités de chacune de ces notions. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai quand même une nature presque inhérente à moi-même, enfin, qui fait partie de ma vie et sur laquelle je suis obligée d'être toujours vigilante. Et donc, votre nature, elle serait particulièrement anxieuse, c'est ça ? Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours dû faire face à un petit peu comme le dit votre invité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une mère particulière, ce
qui fait que j'ai déjà toujours dû contrôler les moments où je devais parler, j'ai dû toujours être très adulte à son égard. Donc ça a créé quelque chose chez moi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai eu un mari avec qui j'ai dû à nouveau être extrêmement vigilante. Parce que soit je tombais toujours à côté de ses demandes. Oui, c'est-à-dire que la moindre chose que vous faisiez pouvait déclencher de l'énervement ou de la colère chez lui. Oui. Oui, je crois que Samuel Doc, on l'a pas dit, mais il est évident que quand on a eu une enfance qui n'a pas été très sécurisante, obligatoirement déjà, on a l'impression que de toute façon, le ciel peut toujours nous tomber sur la tête. Absolument, il y a vraiment cet héritage, surtout des premières années de la vie, que l'on emporte avec soi tout au long de notre existence. Je suis évidemment totalement convaincu par cela, bien sûr. Donc vous êtes un peu toujours sur vos gardes, on pourrait dire, Marianne ? Oui. C'est ça ? Ah oui. Et d'ailleurs... Et c'est épuisant, il faut le dire, c'est épuisant à la fois pour le psychisme, mais c'est épuisant aussi pour le corps, parce que c'est une énergie qui est totalement, j'allais dire presque inutile, d'être toujours sur ses gardes, mais ça puise une énergie qui ne peut pas être utilisée pour autre chose. C'est exactement ça, Brigitte. Freud disait que on parle plus de signal d'angoisse que d'angoisse, c'est-à-dire que le corps envoie un message, un signal, mais qui peut être, comme on l'a vu aujourd'hui déjà, totalement irrationnel et inadapté, à l'esprit qui va s'employer à réagir. Là, je trouve que Marianne, vous dites des choses très importantes. Vous parlez à la fois de la nature inhérente de votre angoisse, le fait que ce soit peut-être quelque chose de constitutif, du fait que ce soit ancien et surtout le fait que ce soit répété, notamment avec votre ex-conjoint. Ça, je pense que c'est important. Après, il y a une dimension aussi spirituelle et philosophique. Kierkegaard, par exemple, ce grand philosophe, disait que la nature humaine nous pousse à être angoissés parce que nous sommes la seule espèce qui sait quand elle va mourir. Donc il y a peut-être de toute façon quelque chose d'angoissant dans la nature même de l'homme. Je veux dire, nous avons conscience de notre finitude, de notre fin. Et ça doit être angoissant. Oui. Oui, c'est vrai. Et l'hypervigilance, c'est de l'angoisse. L'hypervigilance, c'est de l'angoisse. Moi, en fait, mon problème, il est surtout sur le plan de l'hypervigilance. C'est-à-dire que pour avoir vécu ce que j'ai vécu et d'avoir travaillé aussi pour... vous voyez, c'est un peu tout le paradoxe, parce que j'ai travaillé depuis maintenant 10 ans sur moi, avec différentes entrées en psychothérapie, en sophrologie, hypnose, etc. Mais néanmoins, donc... Je ne peux toujours pas faire confiance à quelqu'un, et que ce soit éventuellement pour un compagnon que je ne rencontre pas, mais aussi autour de moi. J'ai l'impression. Est-ce que vous avez appris à vous faire confiance ? Alors oui, j'ai même un peu la tendance à dire que ça m'a fait devenir intelligente. Je ne sais pas si c'est bien adapté, mais en même temps, comme vous disiez aussi, c'est que moi ça me fatigue énormément. Je peux jamais me reposer, en fait, je sens que je ne peux jamais rien relâcher, de peur de retomber au chaos. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, là, encore une fois, la peur de quelque chose qui va aller mal, c'est quand même, j'allais dire, le miroir de l'anxiété, en fait. Oui, surtout que là encore, j'en reviens à la psychanalyse qui nous enseigne que le modèle absolu de toutes les angoisses, qui en est le prototype, c'est la séparation, c'est l'abandon. Donc il y a cette idée quand même de ne pas pouvoir emporter avec soi justement cette chaleur des premiers temps de la vie. Ça vous parle ? Ouais. Ça vous parle, Marianne ? Cette notion de séparation ? Oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et oui. Et c'est pour ça que je ne cesse de répéter qu'il faut vraiment comprendre que la personne la plus importante, c'est nous. Et qu'il faut apprendre à prendre soin de nous. Et c'est, à mon avis, ce dont vous avez particulièrement besoin, Marianne. Parce que vous dites que vous faites confiance, mais en même temps, vous restez totalement en vigilance permanente. Ce qui veut bien dire qu'au fond, non, vous ne vous faites pas confiance. Oui, c'est vrai que si vous avez raison, c'est du paradoxe. C'est tout à fait, je le réalise en l'entendant dans votre bouche. Mais oui, c'est plus fort que moi, si je puis dire. Alors, je suis bien avec moi-même. Je suis seule, je fais des choses, je suis bien.
je me protège, voilà, j'avance, je sais faire la part des choses, mais je ne dépasse pas un certain stade, tout à fait. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est vous interroger un petit peu justement à ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire, je donne beaucoup d'exercices, vous avez remarqué aujourd'hui très concrets, celui-là c'en est un, faire un scan de votre corps, c'est-à-dire quand surgit l'angoisse, vous faites une visualisation en respirant de l'ensemble de votre corps et vous essayez d'identifier ce qui se passe en vous, vous pensez, vous considérez vos muscles, vos os, vos organes, vous les sentez véritablement et vous faites de la place, vous accueillez en fait ce signal-là, vous n'essayez pas de le chasser, vous n'essayez pas de vous réassurer, vous n'essayez pas d'être vigilante, vous êtes dans ce que Brigitte a nommé, c'est-à-dire un prendre soin. Prendre soin du corps, prendre ce temps pour vous. Écoutez votre corps, déjà rien que de l'écouter, comme le disait si bien Krishnamurti, on ne peut pas lutter contre une émotion ou une sensation. En revanche, le fait de l'accueillir diminue déjà cette sensation qui serait pas bonne pour nous. Donc déjà, écoutez votre corps, prenez conscience de ce qui se passe. Ensuite, dans un deuxième temps, je peux donner un conseil qui est un peu plus complexe, mais qui est pourtant très intéressant. Suivant les endroits où notre corps nous envoie un signal, eh bien, c'est pas le même domaine. Par exemple, lorsque c'est au niveau du ventre, c'est plus un domaine qui est en rapport avec la sécurité. Si c'est au niveau du cœur, c'est plus par rapport au domaine affectif. Si c'est au niveau de la gorge, c'est plus par rapport à son positionnement. Enfin, vous voyez, tout ça, ça peut s'apprendre, ça peut être intéressant pour vous. Et si vous arrivez à prendre ces bonnes résolutions en 2024, vous allez pouvoir être dans vos sensations et être... j'allais dire dans la vérité de votre corps et de votre esprit. Et si on est dans la vérité de soi, à partir de ce moment-là, on peut avancer en sécurité parce que on sait de quoi on a peur, pourquoi on a peur. Et à ce moment-là, ça devient concret. Le problème de l'anxiété et de l'angoisse, ce sont des peurs qui sont complètement irrationnelles et qui ne sont pas nommées. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant cette possibilité d'écouter son corps, d'être vigilante. Moi, je fais de la respiration déjà, par le biais de méditation de temps comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Surtout comme vous avez dit au début de votre intervention que quand vous étiez petite, vous deviez attendre d'avoir le droit de parler, d'avoir la possibilité d'exprimer. Ça veut dire quand même qu'on n'a pas fait beaucoup de place à votre parole, justement, et à vos émotions. Vous n'aviez pas le droit d'avoir des émotions et une parole, et aujourd'hui, c'est ça qui est si dur, c'est qu'il faut réapprendre à nommer, réapprendre à sentir. Voilà, considérez la petite fille en vous. J'irais même jusqu'à dire apprendre à exister. Oui. Ah oui, c'est très juste, ça me parle énormément ce que vous me dites là. Oui. Mais vous avez, en tout cas, par rapport à vous-même, vous avez le droit d'exister. Donc je crois que c'est déjà le premier pas. Et quand on existe par rapport à soi-même, ensuite on peut exister par rapport aux autres. Mais tant qu'on n'arrive pas à exister par rapport à soi-même, c'est tellement compliqué d'exister par rapport aux autres, puisqu'on attend des autres qu'ils nous fassent exister. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très beau. Merci beaucoup. Mais attention, Marianne, déjà d'apprendre à respirer, c'est bien. Mais apprendre à respirer, c'est comme apprendre l'alphabet. Après, il faut savoir écrire. Et donc, il faut interpréter bien sûr ce qu'on respire. Vous comprenez ? Oui, c'est une étape bien plus supérieure. Oui, mais on ne peut comprendre ce qui nous arrive que quand déjà on a appris à respirer. Donc vous avez déjà fait la première marche. Donc tout va bien, Marianne. Vous êtes sur la bonne route. Soyez confiante. Merci beaucoup, Brigitte, et merci, Samuel. Merci pour tous vos conseils. Merci à vous. Eh ben, je crois qu'on donne de bonnes résolutions pour 2024, hein, Samuel. Des bonnes résolutions, des bonnes solutions. On commence bien l'année. Alors, bien sûr, vous n'échappez pas à la devinette. Je l'ai trouvée exprès pour vous, elle me fait rire, celle-là. Vous savez qu'il y a un département où il y a un travesti qui n'est pas sage du tout. Quel est ce département ? Vous avez le temps des infos, évidemment, pour nous trouver la réponse. On va continuer, bien sûr, à faire la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Et puis, on va vous donner encore de nombreux conseils pratiques. Vous avez envie de témoigner, ou vous avez quelqu'un de votre famille, de votre entourage qui est particulièrement stressé, vous voulez des conseils, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
Ça s'est passé sur Sud Radio. Sabrina Agresti-Roubache, une amende pour consommation de drogue sera inscrite au casier judiciaire. Je demande à ce que ça le soit. Je ne sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, je suis favorable, c'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Sud Radio, parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Mais Hanouna dit, moi, mon émission, elle coûte beaucoup moins cher. Mais oui, elle coûte moins cher. Mais Ardisson, c'est une marque. Donc ça se paye, c'est tout. Le plus pitoyable de ça, c'est pas Hanouna, c'est Bolloré, qui est un grand capitaine d'industrie. Comment Vincent Bolloré peut subventionner cette merde tous les jours? Enfin, je veux dire, c'est ça la vraie question. Mais personne n'a le courage de s'en prendre à Bolloré. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les 15h. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Mathieu Bellisario. Bonjour, 5 morts et des dizaines de blessés. Le dernier bilan en Ukraine après les bombardements massifs ce matin de la Russie qui ont touché les villes de Kiev et Kharkiv. Les autorités locales ont dénoncé des frappes visant délibérément des zones résidentielles. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna pourrait se rendre en Ukraine dans les prochains jours afin de témoigner du soutien de la France. Ce drame au Japon, 5 personnes sont mortes dans la collision entre 2 avions. L'accident est lieu aujourd'hui sur la piste de l'aéroport Tokyo-Haneda. Un accident extrêmement rare dont on ignore encore les circonstances exactes. Les 367 passagers, 12 membres de l'équipage de l'avion de ligne ont été évacués. Les victimes se trouvaient à bord de l'autre appareil, un avion des gardes-côtes. Toutes les pistes de l'aéroport ont été fermées. En France, 9 départements d'un quart nord-ouest du pays toujours placés en alerte orange. Vigilance pour pluie et inondations qui concernent le Finistère, le Pas-de-Calais, la Manche, l'Orne, la Sarthe, la Mayenne, la Vendée, la Loire-Atlantique et le Morbihan. La vigilance orange au cru concerne également le Nord, le Finistère et le Pas-de-Calais. De fortes pluies sont attendues jusqu'en fin d'après-midi. Cette macabre découverte dans l'Oise, un homme poignardé à mort a été retrouvé hier près d'une voie ferrée. Le corps de la victime se trouvait dans un abri à proximité de la gare de Saint-Just-en-Chaussée. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans cette affaire. Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Beauvais. 5 hommes interpellés après une tentative d'effraction chez Nikos Aliagas. Les malfaiteurs n'ont pas réussi à pénétrer la nuit dernière dans la résidence de l'animateur située à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Le présentateur de la Star Academy n'était pas sur place au moment des faits. Et puis en tennis, le grand retour de Rafael Nadal, retour gagnant, absent des cours depuis près d'1 an pour cause de blessure. Le Mallorquin de 37 ans effectuait son retour ce matin au tournoi de Brisbane face à l'Autrichien Dominic Thiem. Il s'est imposé en 2-7, 7-5, 6-1, retour gagnant donc et convaincant pour l'ancien numéro 1 mondial qui affrontera demain l'Australien Jason Kubler, 102e joueur mondial en quart de finale. Voilà pour l'actualité, très bonne journée à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Samuel Doc. Vous êtes psychanalyste, vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous travaillez beaucoup sur les patients anxieux justement et vous avez eu envie qu'on démarre cette année par justement une prise de conscience que notre stress, notre anxiété, quand c'est trop, c'est pas normal et qu'on peut aller mieux et c'est un peu ce qu'on essaye de vous transmettre durant ces 2 heures. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, notamment aussi les chemins de la thérapie. C'était aux éditions Flammarion, un livre où vous expliquez à la fois tout ce que peut apporter la thérapie, mais également ses limites. Et malheureusement, c'est pas des médicaments qu'on avale et qui font qu'on va tout de suite beaucoup mieux. On va continuer avec Stéphanie dans un instant, mais je voudrais que vous me donniez le département où on trouve un travesti qui n'est pas sage du tout. J'ai échoué une fois de plus, ce ne sera pas cette fois-ci que je trouverai la réponse, malheureusement. C'est normal parce que c'est un peu tiré par les cheveux. C'est tout simplement Île et Vilaine. Joli. Oui, ça m'amuse beaucoup, mais ça n'amuse peut-être que moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour à vous, meilleurs vœux. Merci. Bonjour, meilleurs vœux Stéphanie. Vous de même Stéphanie. Alors vous avez des angoisses en ce moment particulièrement. Oui, en ce moment, oui, tout à fait, parce que je suis en fait en reconversion professionnelle pour devenir conseillère en nutrition et pleine santé. Et donc, je dois me remettre dans l'apprentissage, dans les cours. Et je m'aperçois qu'en fait, je retrouve mes peurs quand j'étais petite et qui me créent de l'angoisse, en fait, au niveau de ma mémoire et de retransmettre quand je dois m'exprimer. Ah, ça veut dire que vous n'avez pas grandi, Stéphanie. Et oui, je pensais que j'avais grandi et avancé, mais le fait de changer
ça fait ressortir en fait des peurs que quand j'étais. Oui. Cela dit, c'est assez normal quand on a un changement de vie d'avoir des moments d'angoisse. Enfin, ça me paraît assez normal et plutôt sain d'ailleurs. Ce serait le contraire qui serait un peu inquiétant. Tout à fait. Toutes les périodes de transition impliquent une certaine forme d'anxiété et ou de stress qui vont permettre parfois de mobiliser des ressources, bien sûr, et de s'adapter. Donc, reste à voir si c'est des angoisses qui sont relativement normales ou si c'est des angoisses qui sont excessives. Pour le dire de manière schématique, vous savez, notre espèce a quand même dû affronter, et ce depuis la préhistoire, des périls, des dangers costauds. Et à quoi sert finalement cette cortisol, l'hormone du stress dont je parlais? Eh bien, à mobiliser des ressources physiques. Parce que quand nous étions des hommes préhistoriques, pour le dire de manière très caricaturale, et qu'il y avait un animal sauvage qui attaquait, un ours ou que sais-je encore, que je ne sais quel mammouth ou tigre à dents de sabre nous attaquait, il fallait pouvoir réagir très vite. Et c'est pour ça que ça mobilisait. Le problème, c'est que, et là vous l'avez très bien dit Stéphanie, c'est que le stress peut aussi entraver les ressources, et notamment les ressources cognitives, avec la mémoire, l'attention, le langage, qui vont devenir défaillants à cause du stress. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on fait de notre peur. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on fait de notre peur? Est-ce qu'on en fait une alliée ou une ennemie? J'essaye d'en faire une alliée, mais c'est pas simple. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand elle est là, des fois elle est plus forte que... Alors, moi je crois, d'abord il faut savoir que la mémoire, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que quand on a perdu l'habitude d'apprendre, il faut réapprendre à apprendre, si je puis dire. Donc c'est normal que vous ayez du mal à apprendre les cours que vous avez à apprendre. Il faut persévérer et vous allez retrouver cette capacité à retenir les choses. Mais au départ, c'est un peu normal que ce soit difficile. Donc déjà, il faut accepter ça. Ensuite, il faut peut-être être un petit peu plus concentré, vous habituer à être dans des moments un peu plus concentrés, quitte à ce que ce soit pas trop long. Ça, c'est sur le plan très pratique. Je peux déjà vous donner ces conseils qui sont... moi je sais, pour avoir récemment tourné un téléfilm, au début, pour apprendre mon texte, ça a été un petit peu compliqué, parce que j'avais plus l'habitude d'être obligée d'apprendre. C'est un peu ce qui se passe, oui. La mémoire. J'avais déjà une mémoire qui n'était pas super bonne quand j'étais plus jeune. Quand j'étais enfant, c'était déjà difficile pour moi à l'école. Et en fait, je m'aperçois que c'est le même schéma qui se reproduit quand en fait je suis en condition des évaluations, que le stress est plus grand. Et bien là, en fait, je perds mes... Oui. Alors là, donc là, il va falloir apprendre déjà à respirer, à évacuer un peu le stress, et ensuite à vous concentrer sur le fait d'apprendre ce que vous avez à apprendre. Vous savez, il y a des adultes même qui n'hésitent pas à prendre des cours d'expression orale, des cours de reprise, de confiance en soi. Moi-même, quand j'étais doctorant, on nous proposait des aides là-dessus pour préparer notre soutenance de thèse. Ça peut être la même chose pour vous. Vous pouvez vous renseigner pour peut-être faire une formation ou du théâtre. Nous, c'était une prof de théâtre qui nous donnait cette formation-là pour vous libérer. Et là où c'est une grande chance, c'est que peut-être qu'en résolvant ce problème, vous allez exorciser quelque chose de cette blessure d'enfance que vous nous décrivez. C'est-à-dire que vous verrez que ça y est, vous avez été capable d'affronter vos peurs, de les dépasser et d'en faire un atout, en réalité. Je pense vraiment, quand je vous écoute, que vous avez toutes les ressources pour pouvoir dépasser cette peur et en faire quelque chose et triompher de cette blessure du passé. J'en suis sûre. Oui, mais je pense exactement comme vous que c'est en fait, j'en suis là aujourd'hui pour arriver à dépasser ça. Parce que j'ai déjà soigné beaucoup de blessures, mais je pense que c'en était une que j'avais un peu laissée de côté. Oui. Et voilà. Avec les crédits formation, vous savez, je me trompe toujours sur ce sigle. Je crois même qu'il est possible d'avoir ce genre de formation justement et surtout pour y prendre du plaisir, parce que c'est aussi ça. Oui. Peut-être qu'à un moment vous allez y prendre du plaisir à vous exprimer, à porter vos idées, à apprendre. Et pour compléter le conseil de Brigitte sur l'apprentissage, créez-vous des bonnes conditions d'apprentissage, c'est-à-dire ritualisez-les, fixez des heures à l'avance. Dites-vous là il est 19h, c'est l'heure des apprentissages. Faites-le plutôt le soir parce qu'après on sait que c'est mieux pour l'apprentissage. Et moi, un conseil que je donne à mes patients, c'est aussi de s'adresser à un interlocuteur invisible pour apprendre. C'est-à-dire vous prenez une peluche ou je ne sais quoi encore, ou un objet, et vous vous adressez à cet objet et vous lui expliquez votre cours comme si vous le faisiez à un prof. Et vous verrez que peu à peu, il y a toute une gymnastique mentale qui va se mettre en place. Parce qu'il ne s'agit pas de bien apprendre, il s'agit de bien comprendre.
Et puis arriver aussi à restituer ce qu'on a appris. Et je pense que votre idée de la peluche ou de la personne imaginaire, c'est une bonne idée pour arriver en fait à s'exprimer à l'oral, à restituer à l'oral. Absolument. Vous avez quel âge aujourd'hui, Stéphanie ? J'ai 48 ans. Bon, donc on est absolument dans une tranche d'âge qui indique qu'on va réparer quelque chose de notre adolescence. Donc c'est intéressant de voir que là, vous allez vous autoriser à vous prouver que vous avez de la valeur et que vous êtes capable de ce que vous n'avez pas osé à l'époque. Et vous êtes passé, comme vous l'avez dit très justement, vous avez essayé d'éviter. Tout à fait ça. Hein. Donc c'est le moment. Donc soyez tranquille. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre route. Et il y a un obstacle à dépasser, mais si vous avez choisi de reprendre cette route-là, c'est que quelque part votre inconscient vous dit que vous êtes capable de dépasser cet obstacle. Oui, persévérance et je vais y arriver. Vous allez y arriver, absolument. Bien dit, absolument. Rien à ajouter. Il faut faire confiance aussi, vous savez, à ces choix qu'on fait sans vraiment se rendre compte pourquoi tout d'un coup vous avez fait ce choix-là. Ça vous est venu comme ça. Mais c'est votre inconscient. C'est l'histoire de la vie. Oui, mais c'est votre inconscient qui vous guide. Et vous avez certes un peu peur, mais vous n'avez pas eu peur quand même d'y aller. Non, c'est maintenant où je suis dedans que j'ai peur, que je me rends compte. Mais vous avez été poussé. Je pense que c'est normal aussi, c'est quelque chose de nouveau que j'affronte. Mais absolument. Et vous avez été poussé par votre inconscient pour y aller. Eh bien oui, ça fait un peu peur. Mais si votre inconscient vous y pousse, c'est que vous êtes capable d'y arriver. Je crois que c'est vraiment important. Et ça, je pourrais le dire à tous ceux qui nous écoutent. Si vraiment vous avez un fort désir, ou si vraiment tout d'un coup vous avez envie d'aller vers quelque chose, faites-vous confiance. Il y a quelque part quelque chose en vous qui vous guide. Eh oui, dialoguer avec cet autre que vous êtes aussi pour vous-même, dialoguer avec cette part d'étrangeté. Ok, très bien. Je vais mettre tout ça en pratique. Et je suis ravie d'entendre qu'il n'y a pas de mais dans votre réponse. C'est que donc vous allez y arriver. Non, je veux pas de mais. Pour moi, c'est insupportable d'entendre des mais. Il y a toujours des excuses. Exactement. On s'est comprises, hein, Stéphanie. Oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Merci à vous. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite, bien sûr, sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une très bonne année avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Samuel Doc à essayer de vous aider à être un peu moins anxieux, un peu moins angoissé en ce début 2024. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Isabelle. Alors vous n'êtes pas angoissée ni anxieuse, mais vous supportez mal la présence de personnes qui seraient très anxieuses, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est comme si je ressentais leur anxiété et que ça me brouillait les pistes à l'intérieur de moi. Et quand je suis sur le point d'entrer en conflit avec quelqu'un ou bien quand je ressens l'anxiété des personnes, moi ça me fait fuir en fait, parce que c'est impossible, je peux pas laisser entrer quelque chose comme ça à l'intérieur de moi en fait. Donc vous êtes un peu éponge face à l'anxiété de quelqu'un d'autre. Oui, souvent. Oui. Souvent. Et il faut dire que les personnes anxieuses sont souvent des personnes très anxiogènes. En réalité, elles produisent aussi de l'angoisse et elles peuvent avoir tendance à vouloir utiliser les autres justement pour trouver une réassurance. Et ça, c'est assez terrible à vivre, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, que j'apaise les gens. Mais moi, je peux pas apaiser... Enfin, comme ça, en fait, souvent, j'ai l'impression qu'on se sert de mon énergie. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Comment ça se manifeste justement quand vous avez en face de vous quelqu'un d'anxieux ? En fait, ça me remplit. J'ai comme une sensation d'étouffement. En fait, ça me remplit. J'ai le cœur qui se serre et je ressens vraiment du stress. Hein. J'ai vraiment une décharge peut-être de cortisol ou quelque chose comme ça qui me bombarde en fait. Hein. C'est comme si je prenais un shoot de quelque chose de très violent. Je transpire et tout. En fait, c'est vraiment une manifestation vraiment corporelle en fait. Hein. Je peux avoir mal à la tête. C'est comme ça semble quand même ressembler à une émotion qui est la peur. Hein. Un stress physiologique.
logique. Comme si vous étiez attaqué, hein, oui, c'est ça. agressé, ça c'est sûr, mais comme si vous étiez attaqué physiquement en fait. Mais complètement, ça m'est arrivé une fois de pas avoir vu venir un potentiel conflit en fait avec quelqu'un dans la voiture en fait. Et il a commencé à m'embrouiller dans la voiture et on était arrêtés sur un parking. Et heureusement, parce que j'ai dû sortir de la voiture parce que l'espace en fait. J'avais l'impression que c'était trop chargé en. Vous étiez enfermé, donc vous ne pouviez plus fuir en fait, sur un plan symbolique. Peut-être. Et le fait d'ouvrir la portière de la voiture. Ça a mis un stop. Ça m'a libéré. Mais ça a mis un stop. Vous avez mis un stop à cette personne qui communiquait ses émotions négatives, c'est ça? Vous avez mis un stop. Oui, alors, moi, ce qui me vient comme ça déjà, Isabelle, ça veut dire que vous avez du mal à poser vos limites et à faire respecter votre zone de confort, si je puis dire. Alors, c'est tout à fait la résolution de 2024. C'est dire les limites. Je les ai à l'intérieur de moi, je les connais. Mais je laisse toujours, même si je l'ai dit, quand la personne en face de moi dit oui, ok, j'entends, mais c'est pas grave si. Un exemple. J'ai quelqu'un qui veut être en relation avec moi, on se rencontre, par hasard ou peu importe. Quand la personne, quand je ressens rien, que la personne me plaît pas, je dis non. En fait, moi j'ai pas envie de poursuivre la relation, j'ai pas envie de poursuivre les échanges, etc. La personne, mais je dis parce que je suis pas disponible, parce que j'en ai pas envie. Mais la personne en face me dit, c'est pas grave, on peut quand même aller boire un verre, on peut quand même se rencontrer. T'es pas contre le fait de sortir un soir, aller au restaurant, t'es pas contre le fait. Et moi, je vais dire, alors qu'à l'intérieur de moi, ça dit, si, en fait, j'ai pas envie. Je vais quand même m'entendre dire, oh oui, pourquoi pas. C'est ça. Au lieu de dire non, vous vous dites, oui, pourquoi pas. Donc c'est une difficulté à dire non. Ouais. C'est ça, c'est une difficulté à dire oui et non, j'ai vraiment pas envie. Parce que quand je dis que non, j'ai pas envie, là on va me dire mais ça va pas, n'importe quoi. Ça veut bien dire que quand vous dites non, j'ai pas envie, c'est pas dit clairement. Sinon la personne l'entendrait. Même si vous l'avez dit verbalement, il y a quelque chose dans votre façon de le dire qui laisse à penser qu'il y a quand même une porte entrouverte. Oui, je pense que c'est ça. Il faut que je m'affirme. Oui, je suis d'accord avec Brigitte, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui vous appartient, cela n'appartient pas qu'à l'autre, et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez bien identifié le problème, donc maintenant que vous l'avez identifié, il faut pouvoir le travailler et apprendre à dire non, et oser fixer des limites à l'autre, parce que comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, et là je ne peux être que d'accord avec elle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Oui, je suis d'accord. C'est sur quoi j'ai travaillé là. Sans justifier quoi que ce soit, dire non, sans justifier quoi que ce soit. On n'a pas besoin de justifier quand on dit non, sauf peut-être quand c'est notre partenaire ou nos parents ou quelqu'un de très proche, mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas très proche, on n'a pas à justifier quand on dit non. On a le droit de dire non, et si la personne insiste, on a le droit de le dire un peu plus fermement, voire même avec un peu d'agressivité. Mais ça, c'est difficile pour vous. Parce que certainement que ça répond à quelque chose en vous-même. Dire non, ça signifie quoi finalement pour vous? Je crois que c'est ça qu'il faut peut-être un petit peu aussi travailler pour que vous arriviez enfin à dire non vraiment. Oui, mais alors c'est facile de le faire pourtant avec les gens qui sont très proches de moi, avec ma famille, avec mes filles. C'est très facile, je leur dis non et j'ai pas de culpabilité. Je ressens absolument rien. Certains de mes amis, c'est pareil. Non, j'ai pas envie de sortir ce soir, je ne sors pas. Non, voilà. Par contre, effectivement, la seule personne avec qui ça m'est difficile, c'est la personne qui est dans mon cœur, c'est mon conjoint, c'est mon compagnon. Là, c'est difficile. Et je vais sortir de la relation où je vais mettre des limites que quand je suis excédée en fait. Oui, parce que vous avez peur d'être abandonné. Là encore, on retombe sur l'aspect anxieux qui peut-être cette fois-ci vous appartient, c'est-à-dire la peur d'être laissé, la peur de perdre l'autre, de le décevoir si jamais vous n'accédez pas à sa demande. Mais non, vous ne le perdrez pas. Vous ne le perdrez pas. Et vous pensez que l'autre ressent ça ? C'est-à-dire oui, puisqu'il insiste. Au final, c'est probablement une angoisse très profonde que j'ai. Du coup, comme je fuis le conflit et que je ne veux pas entrer dans le conflit et que je me sors de suite de l'équation dès qu'il y a, ou que je sors de la pièce, ou que je sors dès que je sens quelque chose qui me submerge. Est-ce que vous pensez que l'autre
ressent ça aussi. Je pense que oui, à mon avis, il n'y échappe pas. Mais vous savez, on peut tous avoir des moments de fragilité, de vulnérabilité. Ce qui compte, c'est de pouvoir peut-être reprendre les choses avec. Et nouveau conseil, peut-être que ça, dans un cadre un peu extérieur à votre foyer, vous pouvez le reprendre avec lui. C'est-à-dire, supposons qu'à un moment dans la semaine, vous acceptiez quelque chose alors que vous n'aviez pas envie. Voilà, vous y allez. Eh bien, le dimanche, faites une balade dans un endroit sympa, extérieur, pas à la maison. Ça, c'est un conseil que je donne aux couples que j'accompagne parce que c'est trop chargé. Vous marchez, vous êtes dans un endroit agréable, et là vous reprenez avec ça. Je ne sais pas comment s'appelle votre conjoint. Là j'en ai plus, c'est terminé. Mettons Stéphane, on va dire qu'il s'appelle Stéphane. Vous dites, tu sais Stéphane, cette semaine il s'est produit cet événement-là, tu m'as demandé si je voulais venir avec toi, je t'ai dit oui parce que je n'osais pas te dire non, mais sache que j'aimerais pouvoir te dire non. Et là vous commencez à déployer votre pensée. Vous le faites dans un cadre sécure, extérieur au foyer, et là les choses redeviennent un peu supportables, un peu respirables, et surtout dites. Vous voyez ? Et puis j'ajouterais, Isabelle, il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que en tant que femme, on a quand même depuis des millénaires été habitué à se soumettre et à accepter la soumission à l'homme, quoi qu'on en dise. Et donc c'est aussi tout un travail à faire, et souvent tout un travail à faire par rapport à notre généalogie du côté maternel. Oui, je suis d'origine espagnole et c'est voilà. Ancré. C'est ancré. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut. Donc il faut avoir un peu d'indulgence sur soi-même et dire non à quelqu'un qui, alors qu'on a depuis toute petite été dans une culture où on dit oui, c'est compliqué. C'est vrai, je suis d'accord. Et donc prendre conscience aussi de comment on va se mettre au monde en tant que femme et non plus en tant que femme de la lignée de notre propre culture. C'est une prise de conscience qui est importante à faire, parce que ça va vous permettre de vous positionner de l'intérieur de vous-même et non plus de l'extérieur de vous-même de par vos racines. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. C'est lâcher la loyauté. Oui, absolument, absolument. Transgénérationnel ou rendre à chacun ce qui lui appartient, au monde ce qui appartient au monde, à la famille ce qui appartient à la famille, mais essayer de débrouiller tout ça, peut-être avec un accompagnement par un psychologue sur un temps pas forcément très long, mais pour pouvoir y voir un peu plus clair justement dans tout ce que nous expliquons. Parce que ce qui se passe souvent quand on essaye de s'affirmer avec quelque chose quand même qui est tout le poids de notre culture, tout le poids de peut-être aussi de l'image maternelle qu'on a, eh bien il y a une sorte de paradoxe intérieur, et c'est difficile parce que finalement quoi qu'on fasse, on va pas se sentir bien. Oui. Vous voyez ? Donc c'est faire ce nettoyage intérieur qui va vous permettre à ce moment-là d'enfin accepter d'être vous-même, avec bien sûr vos origines, mais votre destinée qui vous appartient et que vous décidez de prendre en main. Merci. Je vous en prie, merci à beaucoup. vous Isabelle, merci à vous. On fait une petite pause, on va se retrouver avec un Love Conseil. Je vous propose une règle de 3 pour mieux faire l'amour, et puis on va tester un jouet, et puis on va continuer évidemment à évoquer l'anxiété et le stress. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sabrina Agresti-Roubache, une amende pour consommation de drogue sera inscrite au casier judiciaire. Je demande à ce que ça le soit. Je ne sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, je suis favorable, c'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Sud Radio, parlons. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Doc, je vais parler de la règle des 3. On rêve tous de devenir un bon amant ou une bonne maîtresse. Eh bien, c'est simple. Il suffit de connaître cette règle de 3 de l'amour sexuel et de s'en souvenir à chaque instant. Je vais donc vous la donner. Première chose essentielle, la zone érogène la plus importante, c'est notre cerveau. Donc, inutile de croire qu'il faut s'exercer durant des heures ou d'apprendre par cœur des trucs techniques. Non, il suffit d'être en relation avec son corps, son cœur, et c'est donc à ce moment-là le cerveau qui joue ce rôle de médiateur entre le corps et le cœur, c'est-à-dire que c'est donc nos sensations physiques et émotionnelles qui vont nous permettre de lâcher prise, donc de ne plus être dans le contrôle et d'être donc dans ce qu'on ressent.
La deuxième règle, notre aphrodisiaque le plus efficace, c'est notre imagination, c'est notre capacité à fantasmer, à se souvenir, et c'est ça qui entretient notre sensualité et qui donc améliore notre sexualité. Troisième règle, le plus excitant, eh bien, c'est l'anticipation. Figurez-vous, eh oui, on peut anticiper dans notre sexualité. Et c'est vrai qu'en préparant le rapport sexuel que vous aurez, vous avez plus de chances d'atteindre le 7e ciel. C'est-à-dire que c'est pour ça que les rituels, par exemple, fonctionnent bien. Donc voilà. Donc si vous mariez ces 3 règles, a priori, vous allez améliorer votre vie sexuelle. Donc à vous de jongler avec les 3. Il n'est pas nécessaire de toujours penser à ces 3 règles, mais sans cesse vous rappeler ces trois règles. Par exemple, le cerveau, c'est ce qui se dit entre les amants. L'intimité n'est pas uniquement sexuelle. L'imagination, c'est bien sûr simple à comprendre. Hein. Quant à l'anticipation, c'est un appel, une attention quelques heures avant, ou encore une préparation vestimentaire le matin. Si vous mettez la petite culotte en dentelle un peu string que vous avez envie que votre amant vous enlève ce soir, je pense que vous serez déjà plus prête à arriver à l'orgasme que si vous mettez une culotte petit bateau. Oui, et puis on pourrait l'appeler la règle CIA, cerveau, imagination, anticipation. C'est facile à retenir, la règle CIA. Bravo. Je ne savais pas que vous y travailliez, mais je le découvre. Ce sera facile à retenir comme ça. Non, c'est très bien. Bonjour Florent. Bonjour. Alors vous avez reçu, alors je ne sais pas ce que c'était, donc voilà, je viens de découvrir ce stimulateur buccal pour fellation et clitoris de YouTube Boys, ce que l'on trouve sur rudesplaisirs.com. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, c'est un vibreur que l'on va clipser sur la joue, entre la joue et la bouche, et qu'on va allumer et éteindre pour les préliminaires essentiellement. D'accord. Donc on rentre ce petit jouet Samuel Dog dans la bouche, on le fait vibrer avant évidemment. Bon. On peut. Oui. On n'est pas obligé, mais je pense qu'il vaut mieux le faire vibrer, non ? Oui, mais on peut attendre. On peut attendre le moment propice pour déclencher la vibration aussi. Il y a un petit bouton à l'extérieur pour l'allumer et l'éteindre. Ah oui, mais ça y est, j'ai compris. On n'en rentre qu'un bout. Je croyais qu'on rentrait tout. C'est pour ça que je comprenais pas. Mais oui, mais en pardon, effet. J'ai mal expliqué. Alors, d'accord. C'est comme un petit U ou comme un petit clips en silicone que l'on glisse d'un côté à l'intérieur et de l'autre côté à l'extérieur. Non mais c'est pas. Non mais vous avez l'air complètement atterré, Samuel Doc. Non mais c'est pas stupide parce que je vais vous le passer essayer. Parce que du coup, quand on fait par exemple une fellation ou un cuni, on a toute la bouche qui vibre, donc ça accentue la sensation pour le partenaire. Regardez. Voilà, essayez. Oh non, je vais pas mettre d'autres choses dans ma bouche parce que figurez-vous que j'ai plein de problèmes de mâchoire et de troubles des ATM, des articulations temporomandibulaires. Alors je prendrai pas le risque, mais je vous crois. Après, vous vous êtes pas senti un peu, c'était pas un peu curieux de voir votre compagne avec ce machin dans la bouche? Non, mais c'est peut-être lui qui l'a mis. Ah, c'est vous. Ça vous a pas gêné? Oui. C'est pas gênant? Alors c'était beaucoup sur l'anticipation. Vous parliez du CIA, on était sur l'anticipation et dédramatiser un petit peu la chose, essayer de faire plus de fantasmes que de de sentiments négatifs. C'est vrai que visuellement, on a l'impression d'être un objet soi-même. C'est vrai que l'approche pour vraiment l'appréhender, il faut un peu de temps. Déjà dans sa tête, se dire je vais le mettre à la bouche, j'ai envie de le faire, et puis aussi communiquer avec sa partenaire parce que c'était quelque chose qu'on n'a pas essayé tout de suite. Voilà, il nous a fallu un petit moment pour pas accepter l'idée, mais se faire naître ce fantasme-là. Oui. Bon, en tout cas, c'est la première fois que je vois un jouet comme ça. Moi aussi, je connaissais pas. Déjà, je trouve ça toujours intéressant, l'innovation. Et alors, est-ce que ça marche, Florent ? Alors c'est assez incroyable, ça vibre doucement, ça va pas vous déchausser les dents. Faut pas avoir un dentier peut-être. Samuel. Faut pas avoir peur. Peut-être avec un dentier, je sais pas. Écoutez, je sais pas. Mais vraiment c'est assez troublant. Voilà. Alors nous on l'a utilisé dans la pénombre avec des jeux de lumière et d'ombre pour ne pas
trop se sentir, je sais pas, défiguré, un peu, voilà, c'est ça. Mais c'est très efficace. Bah oui, vous l'avez bien vendu en tout cas, vous voyez. On a toujours les mains libres, voilà. Et une fois qu'on est d'accord avec ce petit clip, ce qui est pas, voilà, c'est pas agréable à porter, mais c'est pas désagréable non plus. Mais le gros plus, c'est le plaisir que l'on donne à son ou à sa partenaire. Oui, il y a une vibration supplémentaire. Oui, mais je pense que bien utilisé, ça peut être réellement un booster intéressant. Oui, franchement, c'est original en tout cas. Ah oui, carrément. J'étais dubitatif au début, mais vous nous l'avez vendu avec beaucoup de talent. Merci. On y a pris beaucoup de plaisir. Merci de me l'avoir fait tester. C'était très chouette. Eh bien, on vous le laisse, Florent. Et quelle note vous lui donnez alors ? Ben, à part le côté visuel où on peut pas faire beaucoup mieux parce que c'est quand même quand on le porte on a l'air je sais pas un robot. D'un robot un petit peu, ouais, c'est ça, c'est voilà. Mais sinon, ouais, c'est pour le plaisir, c'est vraiment parfait, c'est 10 sur 10. Ah oui, vous l'avez très très bien vendu. Bravo Florent. C'est très très bien. Non mais sincèrement, moi, même si au départ j'étais un peu sceptique, je pense que ça peut être très très bien. Bon, et ben ce stimulateur buccal pour fellation et clitoris, enfin l'un ou l'autre, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Merci beaucoup Florent. Nous continuons avec Bruno qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Bruno et tous mes vœux. Merci également. Ça va être difficile de parler juste derrière à 10 sur 10. Oui, mais vous avez la chance de ne pas avoir ce stimulateur dans la bouche, donc ça va être plus facile pour parler. Voilà, je voulais apporter mon témoignage. On vous écoute, allez-y, oui. Moi, j'ai connu la peur parce que quand j'étais petit, mon père, ne sachant pas comment il allait rentrer, s'il allait rentrer ivre ou pas ivre, on stressait tous les deux, ma mère et moi. Ma sœur se réfugiait dans sa chambre. Et donc, j'ai connu la peur à partir de là, quoi. D'accord. Ce qui est important à dire, Bruno, encore une fois, j'accuse pas votre mère, mais je crois que c'est important aujourd'hui où quand même la société a évolué. Si on est une mère et que on laisse son enfant subir ce que vous avez subi, c'est-à-dire que son enfant voit notre conjoint nous battre, eh bien c'est quelque part on n'a pas compris à quel point on n'était pas tout à fait une bonne mère. Et aujourd'hui, il faut vraiment aller voir les services sociaux qui sont là pour éviter ce genre de traumatisme sur des enfants. Parce que là, ce que vous racontez, c'est terrible. Parce que vous savez, on essayait de s'enfuir et qu'on allait à la police venait, il sortait son pistolet et mon père cassait un tesson de bouteille et il ne pouvait rien faire, quoi. Quand on réussissait à s'enfuir, enfin bon. Oui, bien sûr, mais Bruno, je n'accuse absolument pas votre maman. Je suis là pour transmettre un message pour tous ceux qui écoutent et qui peut-être sont encore comme vous l'étiez, vous, petit garçon, en train de... Donc voilà, mais ce que vous avez vécu, de toute façon, c'est insupportable parce que en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas défendre votre mère. C'est quand même votre père. C'est des tas de... C'est délicat, oui. C'est des tas de choses paradoxales, psychiques qui vous ont marqué, qui vous marquent à vie. De maltraitance. Comme vous disiez, ça vous marque à vie, ça vous suit partout, quel que soit le chemin qu'on prend. Oui. Même avec les femmes, au début c'était difficile d'aborder une femme. Ayant connu la peur, j'étais stressé les premières. Après ça a été de mieux en mieux, mais au début c'était pas facile non plus. Oui. Et aujourd'hui alors, comment se présente votre angoisse ? Parlez-nous-en. Maintenant, j'ai plus d'angoisse. Je me réfugie dans la lecture mathématique, les livres de médecine. Je m'occupe comme ça. Ça fait écho à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le support du culturel. Trouver une autre manière justement de se border. Voilà. Oui. Mais vous êtes peut-être un peu isolé quand même. Oui, je suis un peu isolé, oui. Vous en souffrez ou pas ? Oui, j'ai bien compris que c'était un choix. Enfin, vous êtes isolé, vous avez vos lectures et on n'est pas seul quand on lit, on est avec les auteurs. Mais vous souffrez d'être peut-être un peu isolé par rapport au monde ou pas ? Non, parce que je suis retraité maintenant. Oui.
Et je vais des concours de cartes. Oh, génial. Donc vous avez quand même réussi à vous créer un milieu social avec lequel vous pouvez partager. Voilà, tout à fait. Bravo. C'est important de rester pied sur terre. Non, mais bravo, parce que vous avez su à la fois vous nourrir l'esprit grâce aux lectures, et puis quand même à rester en contact avec d'autres personnes. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez? Comment vous exprimeriez ce que vous ressentiez quand petit garçon, vous aviez votre papa qui allait entrer? Comme je vous dis, j'avais très peur. J'appréhendais le moment parce que je savais comment ça allait commencer. Et vous aviez peur? Vous aviez peur pour qui? Pour vous? Pour votre maman? Pour votre sœur? Ou pour tout le monde? Ma sœur partait dans sa chambre. Moi, je devais rester avec ma mère, voir que ma mère, elle prenait tout ce qu'elle pouvait prendre dans la tête. Voilà, c'est ça. C'est souvent ça. Vous sentiez obligé de rester avec votre mère, c'est ça? Oui. Oui. En fait, c'était c'est vous qui choisissiez de rester à côté de votre maman, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pensiez? Elle vous le demandait aussi après. Hein. Elle vous le demandait aussi, oui. Oui. D'où le sentiment de culpabilité qui existe aussi derrière chaque angoisse. Est-ce que vous avez pu dire un jour à votre père tout le mal qu'il vous avait fait? Je l'ai fait, mais il paraît que je l'ai fait une fois que j'étais ivre, donc je ne m'en rappelle pas. Pourriez lui écrire aujourd'hui, même s'il est plus là? Il est décédé. Oui, mais ça n'empêche pas, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez lui écrire, ça va vous soulager une bonne fois pour toutes. Oui. Et ensuite, vous brûlez la lettre. Oui. Ah, d'accord. Ça va vous faire du bien, parce qu'il y a des tas de choses que vous avez encore certainement sur le cœur. Moi aussi, je conseille de brûler la lettre dans ces cas-là, Brigitte, mais récemment, un patient m'a expliqué qu'il avait eu besoin d'aller poser la lettre sur la tombe de son père. Et pourquoi pas, après tout. Voilà. Excellent, oui. Donc voilà, là il y a beaucoup de douleur dans votre propos, il y a un traumatisme qui est énorme, des enjeux d'allégeance, de sentiments de culpabilité qui sont très profonds, et c'est vrai qu'écrire ça permet déjà de dire, de mettre à distance, de mieux penser les choses, et effectivement peut-être aussi de les exorciser. Je peux vous poser une question difficile, Bruno? Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable de ne pas avoir pu aider votre maman? Oui. Eh bien ça, il va falloir vous en libérer, parce que vous n'y êtes pour rien. Vous ne pouviez pas. Vous n'étiez pas en capacité de le faire. Donc il y a qu'à 17 ans que je m'excuse de vous couper, il y a qu'à 17 ans que j'ai réussi à dire à mon père, non pas ce qu'il avait fait, mais que je lui ai dit stop. Maintenant, si tu t'amuses à boire avec tes copains, tu vas faire ta fête avec les copains. Ben, c'est normal. C'est normal que vous n'ayez pu le dire qu'à 17 ans. Comment vouliez-vous qu'un petit garçon de 8 ans, de 10 ans, puisse faire face à un adulte ivre? Et dangereux, parce que là, il est question de tessons de bouteille. Enfin, je veux dire, il y avait un vrai danger. Oui, non, mais il était fou, il avait les yeux exorbités. Bon, donc ça, cette culpabilité qui vous ronge, il faut aussi que vous arriviez à vous en libérer, parce que vous ne pouviez pas. Et quand on peut pas, on n'a pas à se sentir coupable. Vous avez déjà vous avez déjà su rester auprès de votre maman, qui n'aurait pas eu à vous le demander. Mais bon, ça c'est autre chose. On va pas tout régler en une seule fois. Mais vous avez déjà eu le courage de rester auprès de votre maman. Votre sœur, elle partait. Oui. Vous voyez? Donc vous avez été courageux. Donc vous n'avez pas à vous sentir coupable. Parce que cette culpabilité, quelque part, elle vous ronge un peu. Et si vous arrivez à vous libérer de cette culpabilité, vous allez voir que vous allez un peu mieux respirer, et la vie sera peut-être un petit peu plus belle quand même. Oui. Et à 17 ans, j'ai commencé à devoir prendre des anxiolytiques pour dormir la nuit. Ben, bien sûr. Et ça a développé une dépendance? Tout à fait. Ben voilà. C'est le problème des anxiolytiques, c'est que c'est très addictogène. Mais sans ça, je sais pas comment j'aurais fini, quoi. Et aujourd'hui, vous en prenez toujours? Non. Bravo. Je fais du sport à côté pour me fatiguer. Il y a quand même, quand je vous écoute, il y a quand même de la matière à faire un travail de parole. D'accord. Il y a vraiment de la matière pour que vous puissiez être accompagné et vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Voilà, c'est une chose qu'il est possible de faire. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes dans votre situation qui ont vécu des maltraitances terribles et qui essaient de s'en relever aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire aux auditeurs aujourd'hui, la souffrance psychique, ce n'est pas une fatalité. Disons-le, redisons-le. Les blessures du passé, il n'y a pas d'âge pour en guérir.
accordez-vous ça peut-être. Vous voyez, c'est une nouvelle année, une année qui vous appartient, qui s'ouvre devant vous. Accordez-vous d'aller mieux. D'accord. Vous avez fait un beau travail. Ah oui, magnifique. Vous avez cette force pour aller encore un peu mieux. Oui. Je vous assure. Oui. Je vous assure. Tout le monde n'a pas les ressources pour faire une thérapie. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'est en train de vous dire Brigitte quand elle parle de ce chemin qui a déjà été fait. C'est que la thérapie, c'est quelque chose d'exigeant, intellectuellement, émotionnellement. Et moi, c'est pour ça que je refuse parfois des patients parce que voilà, ils ne pourront pas mener un travail à mes côtés. Mais vous, je sens que vous avez vraiment les ressources pour y parvenir. Il faut pouvoir vous accorder ça. D'accord. Merci Bruno, merci beaucoup. À vous. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, psychanalyste et auteur notamment de L'Enfant thérapeute aux éditions Plomb, ce livre où vous racontez justement, j'allais dire votre enfance maltraitée, oui, et on voit aujourd'hui que vous allez bien, donc vous êtes aussi un exemple qu'on peut aller mieux psychiquement et qu'il ne faut pas hésiter, ça peut être la bonne résolution de 2024. Bonjour Tania. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Tania. Enchantée. Enchantée aussi. Merci de témoigner. Donc, vous avez connu des partenaires très anxieux, et vous avez envie de témoigner justement sur cet accompagnement. Un peu lourd, voire complètement bloquant, étouffant. C'est vrai que voilà, j'ai été avec quelqu'un qui avait beaucoup de charisme déjà, donc qui prenait beaucoup de place, plus jeune que moi, donc on est tous les deux béliers, donc moi j'ai eu tendance à me rabaisser un peu ma fougue justement pour pour me mettre un petit peu le laisser un peu s'exprimer, on va dire, voilà. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très avec beaucoup de personnalité, qui avait beaucoup de projets, etc. Et même des projets qui souvent ne me convenaient pas. Et en fait, petit à petit, je me suis mise dans ma coquille et je prenais de plus en plus d'initiatives comme une agression, en fait, parce que je n'osais plus m'exprimer. Et à tel point qu'il est parti travailler longtemps loin, donc il revenait tous les mois et demi à peu près à la maison, tous les 2 mois. Et une semaine à peu près avant, j'avais une partie du corps tout le bas du corps en fait, qui se couvrait d'eczéma. Avant qu'ils reviennent, et je sais que c'est un mode d'expression quelque part. Bien sûr. Et voilà, et du coup, ça fonctionnait plus du tout, mais voilà, j'ai fait l'effort, et j'arrivais pas du tout à me décoller en fait de ce stress. J'essayais de faire bonne figure, etc., pour que ça marche, pour que voilà. Mais et je suis arrivée à m'oublier complètement, oublier ce dont j'avais envie, ce qui me faisait plaisir. Ça a été vraiment un oubli de moi-même. Et à un moment donné, je me suis dit, soit tu réagis, soit il n'y a plus de Tania, quoi. Enfin, quel intérêt, en fait. Et c'est là où on voit, encore une fois, comment c'est pernicieux, même si, à la limite, c'est vous-même qui, dès le départ, avez accepté de vous soumettre. Mais on se soumet un peu, et puis un peu plus, et puis un peu plus. Et à un moment donné, il y a une sorte d'étouffement. Et visiblement, vous avez su ruer dans les brancards, comme on dit, expression très imagée. Ce que n'aurait pas fait n'importe qui. Et à ce moment-là, ça aurait été le corps qui trinque. Tout à fait. Et puis, on a un enfant, donc c'était aussi pour ça que j'essayais de tenir. Et puis, un jour, heureusement, on va dire, la séparation est arrivée. Et je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours plein d'idées en tête, mais je ne les mettais pas en place. Je n'agissais pas. Et même si j'avais du mal à comprendre ce qui me motivait, ce qui me faisait envie, etc., des fois quand j'avais une petite idée ou quelque chose comme ça, elle restait, c'était la procrastination en fait, elle restait à l'état d'idée. Et j'ai compris qu'en fait il fallait vraiment passer à l'action tout de suite, même si c'était sortir, aller marcher ou des choses toutes simples, si j'avais envie de lire, c'était maintenant qu'il fallait le faire pour me reconnecter à moi-même et que ça me nourrisse moi-même et pas chercher la richesse ou l'activité à l'extérieur chez l'autre, mais vraiment me reconnecter à moi. Oui,
Il y a deux conceptions en psychanalyse qui s'affrontent autour de l'angoisse. La conception de Freud qui disait que l'angoisse relevait d'un manque, d'une séparation, d'un abandon, et celle de Jacques Lacan qui lui disait que c'est le manque du manque. Et il donnait l'exemple de ces mères qui asphyxient complètement leurs enfants en comblant tous leurs besoins alors même qu'ils ne sont pas formulés. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on entend dans votre propos, c'est-à-dire que là où on n'a plus de place pour être soi, là où l'autre est totalement envahissant, eh bien il y a l'asphyxie, plus de souffle, et c'est là que l'angoisse surgit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir, en fait, plus de possibilité de manquer pour pouvoir désirer. Et là, vous n'en pouviez plus, en fait. Ça avait l'air d'être extrêmement angoissant. C'est-à-dire qu'on on vit tellement pour l'autre, donc on vit plus pour soi, et donc on ne sait plus qui on est et quels sont nos désirs, en quelque sorte. Aliénation. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en plus, on culpabilise, parce que j'ai entendu Bruno qui parlait de ça, et on se dit, mais quelle est ta valeur? Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Et c'est vraiment un cercle vicieux. Mais ce que vous avez dit aussi, et que je me permets de relever, parce que je parlais tout à l'heure de la soumission féminine, il y a aussi votre enfant pour lequel vous essayez de maintenir le couple parental. Et là encore, il y aurait beaucoup à dire sur cette condition des femmes. Vous lui avez donné la vie à votre enfant, est-ce qu'il faut vous sacrifier plus? Attention, quoi. C'est le message que je veux faire passer aussi. Même si, bien sûr, pour un enfant, rien de mieux que ce que le couple dure. Hein. Je suis la première à penser que pour un enfant, c'est mieux que d'avoir son père et sa mère. Mais attention, à quel prix, quoi. C'est d'abord l'individu, ensuite le couple, et ensuite la famille. C'est dans cet ordre-là. C'est ça. Et peu de temps, ma fille a 3 ans, elle nous disait, mais j'ai pas besoin de vous. Et elle avait compris, c'est après en discutant avec un thérapeute qu'elle a dit, mais elle a compris, elle n'avait pas confiance dans votre couple, en fait. Elle avait compris depuis longtemps que c'était pas une réalité, c'était une façade. Oui, parce qu'en fait, l'enfant, il comprend pas, mais il ressent. Hein, il faut toujours bien se rappeler qu'un enfant, avant l'âge de 6-7 ans, n'est pas apte à comprendre ce qui se passe, mais il ressent, c'est une véritable éponge. Et donc, il ressentait certainement les tensions qu'il y avait entre vous. Et donc, c'était pas un univers très zen et sécurisant pour lui. Pour elle en l'occurrence. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais là, c'est vraiment, comme je dis, moi, cette année, c'est vraiment toutes les années, puis je fais des bilans de temps en temps de ma vie, et je me dis vers quoi j'ai envie de tendre, où j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et si ça me vient pas à l'instant T, je fais très attention à mes réflexions, parce qu'on sait qu'on a des milliers d'idées par jour. Et quand il y a quelque chose qui me donne une étincelle, qui me fait vibrer, je dis tiens, ça il faut que j'y pense, parce qu'on est tous emportés par le quotidien. Et je me dis tiens, ça il faut que j'y pense, je me le mets quelque part sur mon agenda en me disant faudrait que tu le fasses, parce que ça te fera plaisir, et c'est de là qu'on trouve la nourriture aussi, de se nourrir soi-même. C'est très bien, et ça va. Et justement, votre conseil, le conseil que quelque part vous donnez à nos auditeurs, me permet d'en donner un autre tout à fait complémentaire avec le vôtre. C'est au début d'année, ce que vous pouvez faire, c'est dessiner un arbre. Chaque branche représente un thème, et bien sûr, sur chacune de ces branches poussent d'autres branches, des sous-thèmes. Et chaque branche est un domaine, un désir. Qu'est-ce que je souhaite pour la branche famille? Qu'est-ce que je souhaite pour la branche individu? Pour la branche corps? Pour la branche. Et alors, ce serait par exemple sur le corps, faire un peu plus de sport, soigner ce dos qui me fait souffrir. Et vous faites cet arbre, voilà, vous le faites en début d'année, et en fin d'année, vous reprenez votre arbre, vous regardez cet arbre, et vous regardez ce que vous avez réussi à accomplir de votre arbre, sur quelles branches, quelque part, auront pu véritablement pousser vos désirs, lesquels auront été honorés et lesquels auront été abandonnés. Et ça, je trouve que c'est pas mal, justement, comme vous parlez de bilan, de pouvoir faire un Polaroid sous la forme d'un arbre ou d'autre chose, mais moi j'aime bien faire un arbre, en janvier, et faire le point en décembre. Moi, je peux vous donner dans le même style de Samuel. Au lieu d'un arbre, vous pouvez imaginer un tabouret avec 4 pieds, et on sait à quel point les 4 pieds d'un tabouret, pour avoir une stabilité, sont importants. Il y a le pied du domaine affectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans le domaine affectif? Quand je dis affectif, c'est aussi bien la famille, les amis, c'est tout tous nos proches, en quelque sorte. Il y a le domaine de la sécurité. La sécurité, c'est à la fois, certes, le matériel, l'argent, mais ça peut être aussi le lieu où on est. Si on est dans un lieu où on se sent pas bien, ça
trouve que ce pied-là est assez bancal, enfin voilà, c'est important de faire cette sorte de bilan. Il y a le pilier de soi, hein. Alors soi c'est le corps et le psychisme, hein, et l'esprit, hein, évidemment, parce qu'on peut aller très bien dans son corps, mais on peut être un petit peu trop anxieux justement, donc là, ce pilier-là aussi, il faut en prendre soin. Et puis il y a le pilier qu'on pourrait appeler de la spiritualité, mais on pourrait appeler ça ce pilier du sens, qu'importe, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que la vie a du sens pour nous? C'est un pilier tellement important. Il y a tellement de gens qui savent même plus pourquoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont, vers où ils veulent aller. Ce pilier-là, il est souvent très très bancal. Et quand ce pilier-là est très bancal, eh bien généralement, on va pas aller forcément vers ses désirs. Donc c'est important aussi de le considérer. Donc voilà, 4 piliers, Tania. Tout à fait, merci. Et puis aussi, les 4 piliers, on peut pas tous les faire en même temps. Non, ah non. Mais non, prendre le temps. C'est accepter le temps et de prendre une chose après l'autre. Mais s'il y en a 3 qui tiennent, c'est déjà pas mal, hein. Quand il y en a 3 qui tiennent, le tabouret il tient. S'il y en a que 2, ça devient plus compliqué. Alors s'il y en a qu'un, je vous dis pas. Et s'il y en a aucun, bon bah on est le cul par terre, hein. Voilà, Tania. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis exceptionnellement, Samuel Doc, puisque c'est le premier jour de 2024, nous avons décidé, Alexandre Dolovan et moi-même, de nous souhaiter des vœux en direct. Bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Voilà. Heureux et ravi de partager ce moment avec vous et tous mes meilleurs vœux, et puis ainsi qu'à tous les auditeurs. Alors moi cette année j'ai eu envie de parler à tous mes proches d'amour et d'humour. Bon, d'abord ça rime, hein. Et puis je trouve que c'est important d'avoir l'amour au sens large du terme, évidemment. Et puis si on a de l'humour, finalement on se sort de tout, non? Oui, effectivement. Et puis ça permet d'aller dans la dérision et de pouvoir affronter, de pouvoir voir la vie autrement et différemment. Et puis à travers l'humour, ça nous permet aussi de découvrir d'autres aspects de notre devenir. C'est important. Et vous, Alexandre Dolovan, qui donc essayez d'aider les autres à prévoir ce qui pourrait leur arriver, parce qu'au fond c'est un peu ça, hein. Vous n'êtes pas en train de leur dire ce qui va arriver, mais vous donnez juste un peu la météo de leur futur. On voit bien que si on arrive à avoir un peu d'humour sur ce qu'on vit, c'est-à-dire sur l'instant présent, ça va libérer de toutes les pensées négatives finalement, et donc de voir un avenir forcément noir. Oui, effectivement. Et puis je crois que à travers l'humour, ça nous permet de faire ressortir une autre personnalité de nous-mêmes, et peut-être certaines choses sur lesquelles on n'ose pas, ou on n'arrive pas à se libérer et à se détacher de certains blocages. Eh bien, l'humour va nous aider justement à dépasser tout ça et affronter la vie autrement et différemment. Mais je dirais que par rapport à la définition de prédire le futur, je suis plus dans cette notion d'accompagnement, comme vous faites d'ailleurs, Brigitte, tous les jours. Je vais vous laisser la place, elle est toute chaude, Alexandre Dolovan. Merci. Et je vais laisser évidemment les auditeurs vous appeler au 0826 300 300. On est dans une radio formidable, et ça j'avais aussi envie de le dire, et de remercier nos Patrick Roger, Frédéric Jouve et tous ceux qui nous permettent tous les jours d'être libres dans cette radio. Merci à vous. Eh bien, je vous laisse la place. Merci Samuel Doc. Merci beaucoup aussi de tous les conseils pratiques que vous avez donnés aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. C'est Alexandre Dolovan. Je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.